Ah là là, bah en fait, la jeunesse à Charleroi, je suis juste né à Charleroi. Et puis tout de suite, en fait, j'ai habité dans un autre coin de Belgique, mais très peu de temps, parce qu'en fait, mes parents se sont installés en Corse quand j'avais donc 7 ans. Et puis, donc voilà, c'était comme un petit garçon du début des années 60, quoi. C'est-à-dire que, voilà, les trains électriques, Gros Nounours à la télévision, et puis voilà. Oui, c'est ça. Donc, en 1963, mes parents s'installent en Corse, et puis voilà quoi. À partir de là, je change un peu on va dire, d'horizon, et également petit à petit de manière de penser, parce que bon, voilà, je me suis étant scolarisé en Corse et fréquentant donc de jeunes Corses, ben, j'ai petit à petit un petit peu pris la mentalité de l'île. Mes études, j'étais donc, à partir de l'âge de 12 ans, je suis donc à l'internat du lycée de Bastia. Et parce que bon, ben, mes parents étaient donc dans un petit village qui s'appelle Solaro, qui est sur la côte orientale, un peu au-dessus de Porto Vecchio. Donc là-bas, il fallait bouger pour être scolarisé. Donc j'étais donc à l'internat du lycée de Bastia. Et donc c'est là où ben, j'ai en fait on avait à l'internat un foyer avec un tourne-disque, des disques, chacun amenait un peu ses 45 tours et tout, et c'est un peu là où j'ai eu mon éveil musical. Eh ben justement, donc alors à l'époque, là on arrive à peu près vers, on va dire vers 1968-69, ben, il y avait beaucoup de disques de Johnny, évidemment, beaucoup de EP de Johnny, les gars étaient fans de Johnny la plupart, et donc c'est par Johnny que je découvre, ben, c'était la période un petit peu, ça commençait à être rhythm and blues et psychédélique chez Johnny, donc je découvre Hey Joe, donc par Johnny, et c'est comme ça qu'après j'ai découvert Hendrix grâce à la version de Hey Joe de Johnny. Donc. Et donc il y avait également ben, des 45 tours des Beatles, des Rolling Stones, un peu des groupes de l'époque. Et donc c'est comme ça que je me suis éveillé à la musique, donc à l'internat. Eh bien donc également, toujours dans ce foyer, à partir de 1970, ils installent en plus pour un petit peu, je dirais, égayer les soirées des internes, un piano et une batterie. Et ben, je ne sais pas pourquoi, la batterie m'a irrésistiblement attiré. Et j'ai commencé à taper un peu sur la batterie. Après, ben, il y avait un pote qui savait en jouer un petit peu, donc il m'a montré quelques rudiments. Et puis c'est parti comme ça. Également, donc à cette époque-là, en 70, Elvis fait son comeback en public, et donc je découvre le double à Las Vegas. Enfin, il y a une face un disque en public et l'autre en studio, mais le disque en public, donc c'était l'International Hotel quand il fait son retour en août 69, et avec un orchestre du tonnerre, donc James Burton à la guitare, Ronnie Tutt à la batterie, Jerry Sheff à la basse. Et puis Elvis qui était survolté à cette époque-là, qui avait une voix comme il n'a jamais chanté, qui avait encore tout le côté des années 50 et qui était en même temps en phase avec son époque. Il n'a plus jamais chanté comme ça, ni avant ni après, pour moi. Et donc c'est extraordinaire, ces versions Blue Sweet Shoes, Johnny B. Good ou Hound Dog, qui fait là, à cette époque-là, sont fantastiques. Et là, ça m'a encore plus motivé pour me mettre dans la musique, quoi. Avant la guitare, il s'est écoulé quand même de nombreuses années où j'étais batteur, donc je me suis mis vraiment à bosser l'instrument comme un forcené, on va dire. Je découvre aussi quand je rentrais chez moi de l'internat le samedi, donc en fin d'après-midi, il y avait une émission qui s'appelait Pop 2. Et Pop 2, je découvre plein de groupes ben, fantastiques, quoi. Évidemment, en Corse, il n'y avait aucun concert de rock, donc à Pop 2, on avait l'occasion de voir les groupes, des groupes extraordinaires. Et donc, il y en a notamment quand Jeff Beck avec BBA est venu faire son concert, ça m'a retourné le concert de Jeff Beck, mais il y en a eu d'autres, Deep Purple, il y a eu les MC5, le batteur de Jeff Beck à l'époque, Carmine Epice, bah, avec les deux grosses caisses et tout, a été vraiment un modèle pour moi, et j'ai vraiment beaucoup bossé dans cet esprit-là. Et d'ailleurs après, donc juste avant plutôt, il était dans Cactus, et Cactus, j'ai eu la chance d'avoir le premier album,
Et là, ça a été pour moi un des disques vraiment de référence. Premier album de Cactus. Donc je bosse la batterie pendant une dizaine d'années, vraiment intensément. J'avais même après acheté les 2 grosses caisses, j'avais vraiment la double batterie comme Ginger Baker ou Pitché ou des mecs comme ça. Et donc après, je monte à Paris. Avant de monter à Paris, déjà on montait des groupes au lycée, quoi, des groupes de lycée où on allait jouer l'été dans les balles de village, dans les camps de vacances, on faisait des reprises rock du moment. Et voilà. Et puis après j'arrive à Paris où là, pour faire vraiment de la musique à fond, quoi. Et donc là, je vais monter différents groupes qui vont m'amener petit à petit au Rockin' Rebels où je suis encore batteur hein, à l'époque. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, la guitare vient plus tard, parce que entre la batterie et la guitare, il y a eu une période où j'étais chanteur. C'est-à-dire qu'au départ, dans Rockin' Rebels, je suis batteur. Après, batteur-chanteur, qu'on a des problèmes avec notre premier chanteur, on continue sans lui, donc du coup, on se retrouve à chanter un peu tous les trois en jouant des instruments. Et à partir de 1980, je passe au chant complètement. Voilà, donc après toute la période Rockin' Rebels jusqu'à la fin du groupe début 85, je suis chanteur. C'est là où on fait la première partie des Stray Cats dans toute la France, où on fait quand même on va dire un tube, on peut le dire radiophonique en tout cas, Branche de Poste, produit par Aldo Martinez qui était le bassiste des Chaussettes Noires. Et donc voilà, tout ça, je suis chanteur. Et c'est quand, après, vers 87-8, je commence un petit peu à jouer dans les clubs de jazz en formation plus swing et où je me mets à la guitare. Ah, complètement, oui, oui, je me mets à la guitare à 30 balais, quoi, tu vois. Ah oui, je suis comme me disait mon prof de guitare, Maurice Siri, tu es comment dire, un jeune vieux guitariste. Non, ça s'est fait un peu, mais je suis passé de la batterie au chant un peu parce qu'il nous fallait à un moment un chanteur dans Rockin' Rebels à part entière pour être vraiment compétitif visuellement, scéniquement. Puis comme moi j'aimais bien danser, etc., et que je chantais des gens jouant de la batterie, donc ça s'est fait un peu naturellement, le passage j'ai délaissé la batterie du coup. Bon, s'il faut faire des choix, c'est comme ça, mais voilà, donc pour passer au chant. Et après du chant, je me suis mis à la guitare. Au début, je me suis mis à la guitare pour travailler la voix, parce que j'avais pas d'instrument mélodique pour me permettre de chanter bien, choper les tonalités, la justesse et tout. Donc je me suis mis à la guitare au départ pour bosser le chant, et après je me suis pris au jeu et j'ai bossé la guitare, un instrument à part entière. D'accord. Et donc on en a parlé précédemment, mais il y a eu donc Elvis, vraiment c'était une déflagration. Il y a eu un peu tous ces 45 tours de Johnny de l'époque, et Joe, mon fils, à tout casser, c'est toute cette période-là. Puis Voyage au pays des vivants, l'album avec Je suis né dans la rue, etc. Tout ça m'a beaucoup marqué. Et également après on suivait aussi un peu l'actualité en achetant Best, Rock and Folk, donc on voyait un peu même les groupes français comme Variation ou Variation, avec Triangle, Martin Circus, tout ça aussi. Et puis après dans les groupes étrangers, il y avait Beatles, je les chope un peu, mais sur la fin, quoi. C'était déjà un peu la fin, mais évidemment c'est Beatles, Rolling Stones, et puis énormément Hendrix, quoi. Quand je découvre Hendrix aussi, là c'est un coup de foudre immédiat. C'est-à-dire que quand j'étais ado, j'écoutais Red House, sur l'album In the West, il y a une version de 13 minutes de Red House où là j'écoutais ça dans ma chambre d'ado, toute lumière éteinte, juste j'étais pour être complètement dans la musique, immergé dans la musique de Jimmy. Et voilà quoi, donc parmi mes grosses influences, il y a eu ça, il y a eu aussi que j'adorais Creedence Clearwater, donc que je découvre avec l'album Cosmos Factory, qui est un des premiers 33 tours que j'ai acheté d'ailleurs. Il y a eu aussi un album qu'on m'avait offert qui était fantastique, c'était les Frost Rock'n'Roll Music, live au Grand Ballroom de Detroit, mais donc là aussi c'est très très violent, très très fort, avec Dick Wagner à la guitare, c'est vraiment un album qui m'a marqué ça aussi. Donc voilà, après j'aimais aussi beaucoup Deep Purple, Led Zeppelin quand c'est arrivé,
Et puis après, déjà début 70, Alice Cooper, j'ai tout de suite accroché sur Alice Cooper. Rétrospectivement, je découvre les Doors aussi. Et après, il y a aussi deux artistes qui m'ont beaucoup influencé, c'est Lou Reed et Blue Oyster Cult. J'adorais Blue Oyster Cult. Là. Je découvre avec l'album Tyrannian Mutation, le deuxième, et puis après, j'étais fan total de Blue Oyster Cult. Donc voilà, il y a pas mal d'influences. Après, et aussi les pionniers du rock. Mais j'écoutais aussi Jan Vincent, Eddie Cochran, Johnny Kidd, parce qu'il n'y avait pas à l'époque, il n'y avait pas de sectarisme ni de barrière. Comme maintenant, on a tendance à mettre tout dans des petites boîtes. À l'époque, on pouvait écouter un peu tout ce qui était rock, des origines jusqu'à ce qui se faisait au temps présent. Voilà quoi. Donc j'avais un peu tout, c'était un peu un mélange de tout ça quoi. On va dire, en dehors des petits groupes de lycée et tout, mon premier vrai concert, celui où j'ai vraiment eu les foies et tout, parce que je les avais à zéro, c'était, alors c'est une histoire marrante, c'était donc il y avait à côté de Porto Vecchio, il y avait un camp de vacances qui s'appelait la Croix du Sud, qui appartenait à l'acteur Michel Constantin. Et donc c'était avec des potes, on va là-bas un soir, histoire parce qu'on aimait bien éventuellement, bon, pourquoi pas rencontrer des filles, enfin bon, un peu la vie de l'ado de l'époque, et donc c'était comme un genre de club med avec des gradins, une piste de danse et tout, et une scène donc avec un groupe qui était censé jouer, sauf que le soir où on se pointe, il y avait les instruments mais pas de groupe. Et donc on boit un verre au bar, puis moi je demande, mais comme le groupe ne joue pas ce soir et tout, puis on me dit, bah non, parce qu'ils n'ont plus de batteur. Parce que leur batteur s'est fait arrêter par la police, parce que c'était des Parisiens qui venaient faire la saison en Corse, mais le batteur avait une sombre histoire à Paris, et les flics l'avaient retrouvé, étaient venus jusqu'en Corse le chercher, donc il était en prison à Paris. Et donc, si tu veux, ils n'avaient plus de batteur. Avec l'inconscience de la jeunesse, je dis au barman, ben moi je suis batteur, si vous voulez je peux le remplacer. Elle me dit, ah bon ben pourquoi pas, ben, je vais en parler aux musiciens, justement il y avait, je sais plus, le pianiste qui me prenait un verre au bar, donc il l'appelle, et puis il me présente, il dit voilà, ben là il y a un jeune et tout, du coin, il joue de la batterie. Le gars il dit, bon ben il me dit, mais le pianiste me demande, mais tu joues depuis longtemps? Et moi je dis, bon, 2 ans, il me dit, mais tu joues quoi? Je dis, bah du rock, il me dit, ouais. Il me dit, t'es prêt à bosser? Je dis, oui. Eh ben, écoute, il me dit, si je te propose demain, tu viens, on se fait une petite audition dans notre local de répète qu'on a dans le camp, et puis on voit si ça le fait, ben pourquoi pas. Et donc je me pointe le lendemain dans le local, et donc, donc le groupe était au complet, donc moi à la batterie, et puis ils essayent du rock, ça va, du rhythm and blues, des slow et tout, puis après ils me disent, bon, est-ce que tu sais jouer du mambo, du cha-cha, je ne sais même pas ce que c'est ça, pas du tout. Il me dit, bon ben écoute, mais si tu es prêt à bosser, on va t'apprendre les rudiments de tous ces trucs-là, mais pour le rock et tout à la fougue, bon, il faut bosser, mais t'as quand même l'essentiel est là, donc écoute, allez, on le fait. Et c'est comme ça, et donc au bout d'une semaine de travail acharné, le grand soir arrive, donc tout le village, le camp, machin, et tout le monde savait qu'il y avait un jeune batteur du coin qui allait dépanner le groupe et que le groupe pouvait recommencer à jouer. Donc c'était archi blindé de monde partout, puis il y avait des rideaux qui étaient fermés. Moi j'étais donc sur la batterie, derrière le rideau, et là honnêtement, je faisais, tu vois, j'en menais pas large, quoi. Et, et donc voilà, et puis les rideaux s'ouvrent, et c'est parti. Et dès que j'ai commencé à jouer, ben, le track est parti. Je tremblais tellement j'avais peur. Mais dès que les rideaux se sont ouverts, le track est parti, et voilà. Et ça a été mon premier vrai concert comme batteur. En plus, les gars qui étaient des Parisiens jouaient vraiment très bien. Il y avait des gars qui avaient joué avec Ronnie Bird, avec Noël Deschamps, donc c'était vraiment des bons musiciens, et ils m'ont énormément apporté, et beaucoup fait progresser, passer à un stade déjà professionnel. Donc voilà, c'était mon premier concert. Alors par contre, que j'ai vu, le premier groupe connu que j'ai vu, parce qu'encore personne venait tourner, on était complètement oubliés, coupés du monde, le seul groupe français connu qui a osé venir jouer jusqu'en Corse, ce sont les Variations. Les Variations ont joué à Bastia, au cinéma Le Régent, en 1972, je crois, ou 13. Et là, j'ai pris une claque, quoi. C'était fantastique, hein. Vraiment d'origine, avec Jackie Bitton avec les deux grosses caisses, Marc Tobali, Joleb et Petit Pois. Et waouh, là, c'était... t'es content, quoi. Là aussi, ça m'a énormément motivé pour bosser, quoi, pour progresser.
Et bien donc, en dehors de ce groupe qui n'avait pas vraiment de nom, quoi, qui était un groupe monté pour faire la saison en Corse, bon après j'ai monté des groupes à Bastia, alors il y avait ça allait, il y avait des noms comme ça, des groupes qui allaient entre prog, hard rock, etc. Il y en avait un qui s'appelait Sorcière de l'Aube. Là on était quand même dans le progressif, hein. C'était le pianiste, c'était un grand fan de Van der Graaf Generator, King Crimson, etc. Donc là, bon, c'était à côté de ça. Après, il y a eu un groupe qui s'appelait Horde, qui était plus rentre-dedans. Horde, mais sans E à la fin. H-O-R-D. Donc voilà, ce sont des groupes là. Puis après, des groupes aussi pour faire les balles, comme on allait jouer dans les villages d'été. Où là, c'était des fois très très chaud. Enfin bon, il nous est arrivé plein d'histoires, mais ce serait trop long. Il faudra que j'écrive un jour mes mémoires pour raconter toutes ces péripéties. Et puis en arrivant à Paris, ben voilà, on a commencé donc du coup à... J'ai rencontré après un groupe qui s'appelait Éclectique, et dans lequel je suis rentré comme batteur. Et là, avec ce groupe-là, j'ai joué 2 ans, donc en 76-77, et on a fait notamment 2 saisons en Corse, où je les amenais en Corse jouer, et là on arrivait à jouer sur 2 mois, on faisait pratiquement 60 dates sur 2 mois, quoi. C'était, on jouait tous les soirs. Et c'est avec des très bons musiciens, là aussi, tu vois. Donc voilà, parce que j'ai rencontré, comme j'habitais dans le 12e Porte Dorée, j'étais voisin avec Mauro Seri, qui était grand guitariste de blues rock, et qui jouait à l'époque avec Mark Robson et Le Point, mais qui après a joué avec Bill Durham et Eddie Mitchell, etc. Et Mauro, qui était un ami, je lui avais dit que je cherchais un groupe et tout, et c'est lui, il avait le guitariste de ce groupe-là, était un élève à Moreau, donc il me dit, bah, écoute, j'ai un élève qui a un bon groupe et tout, et puis justement ils n'ont pas de batteur en ce moment, et ça s'est fait comme ça. Et donc dans ce groupe éclectique, il y avait quand même, donc bah, le guitariste s'appelle, il est toujours en vie, hein, heureusement, c'est Franz Magloire, qui après a joué dans le groupe Diesel, et après aussi dans Little Bob, pendant un moment, il a joué dans Little Bob, c'était un très très bon guitariste. Le clavier chanteur Bernard Flavien, lui, est rentré après chez Phonogramme, directeur artistique. Il a produit des disques qui ont marché, certains. Il a même fait un tube énorme, monstrueux, avec un groupe qui s'appelait Charlie Makes the Cook. C'était un trio de filles, enfin bon bref. Et donc le bassiste, Jean-Paul, dit Nono, lui par contre, bah, après je lui ai proposé de jouer dans les Rockin' Rebels quand j'ai monté le groupe. Donc voilà, c'était... il y a Nono, et puis il y avait un saxophoniste flûtiste aussi, Jean-Marc Bouchès, qui a joué dans de nombreux groupes de jazz après, avec Eddie Louis, avec plein de gens. Donc c'était un groupe vraiment de très bons musiciens, où je garde vraiment de très très bons souvenirs, et d'ailleurs à tel point que sur mon dernier album, j'ai même composé un titre qui s'appelle Éclectique, où j'évoque toute cette période dorée, on va dire, de l'insouciance de la jeunesse. Alors il vient en partie du prénom Antoine, parce que j'aime bien ce prénom, je trouvais que Tony ça sonnait bien, et puis Marlowe, c'est pour le détective privé Philippe Marlowe, parce que j'aimais bien la philosophie du personnage créé par Raymond Chandler. J'aimais bien ça, et donc voilà, je me suis dit Tony Marlowe, pourquoi pas, ça sonne bien. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui ce serait à refaire, comme je m'appelle Gérard Toubeau. Beaucoup de gens m'ont dit, mais pourquoi t'as pas gardé ton nom, Toubeau, ça sonne super bien. Et en effet, mais à l'époque, on aimait bien prendre des pseudos et tout, mais ce sera à refaire, je pense que je garderai mon nom. Mais donc voilà, le pseudo, il vient de ça, de Philippe Marlowe, le détective privé, quoi. Voilà, alors les Rockin' Rebels, donc au fur et à mesure, comme j'étais fan d'Elvis, en arrivant à Paris, petit à petit, j'ai voulu, là il y avait donc un fan club qui s'appelait le Treat Me Nice Fan Club de Jean-Marc Gargiulo. En tant que fan d'Elvis, évidemment, je découvre rapidement ça, donc ils faisaient des réunions les samedis après-midi, ils projetaient des films en Super 8 qu'on n'avait jamais vu à l'époque, les Ed Sullivan Show et tout, que maintenant on peut voir sur n'importe quelle chaîne YouTube, mais à l'époque c'était ultra rare, ça passait jamais à la télé française, et donc lui il avait tout ça en Super 8, et donc je découvre comme ça plein de choses. C'est aussi dans ce club Elvis que je me lie d'amitié avec Victor Lied, qui était donc un chanteur d'origine kabyle qui chantait très très bien du Elvis.
Et si tu veux, je découvre de fil en aiguille également des passionnés de rockabilly comme Charlie Barba, Ding Dong. Et Charlie Barba faisait des réunions, il habitait rue des Suisses, il faisait des écoutes de 45 tours originaux de rockabilly, où il me convie et où là je découvre vraiment le rockabilly originel sur les singles d'époque. En plus, lui était vraiment, Charlie, un mec super, très humain, très pas hautain du tout avec les jeunes, mais au contraire qui donnait, partageait beaucoup. Il adorait cette musique et surtout la faire partager. Et c'est comme ça que je découvre vraiment le rockabilly. Également à la même époque, toujours dans les découvertes parisiennes, je découvre l'open market rue des Lombards, et là aussi c'était comme j'adorais Flaming Groovies, Buster Cult, etc. Et c'était la boutique où il fallait aller, et c'est comme ça que je fais la connaissance de Marc Zermati. Et voilà, on sympathise, et puis c'était dans l'air du temps, j'avais envie de monter un groupe de rockabilly, c'était comme ça, d'autant plus que lors d'un concert, un petit concert improvisé au Club Elvis, il y a des gars du Golfe Drouot, des mecs qui arrivent de Saint-Ouen, tout ça, des rockers, et dedans il y a donc un Tintin qui est Eric Rice, dit Tintin, qui était un super chanteur, un peu vraiment, bon, il demande s'il peut faire un bœuf, il chante, et là, je me suis dit, ce mec-là, il y a un truc, et je lui propose de monter un groupe, et les Rock'n'Robbers naissent comme ça, donc de cette rencontre, un peu de cette jam et tout, donc, et après, bon, il fallait un guitariste, donc au départ, si tu veux, là aussi, il y a toute une genèse, parce qu'au départ, Tintin connaissait donc un guitariste qui s'appelait Alain Dupont, qui jouait à l'époque avec Vince Taylor et qui, à côté de ça, tournait dans des films porno avec sa copine. Enfin bon, bref, c'était le rock'n'roll à l'époque. Hein. Et donc, si tu veux, le problème, c'est qu'une rencontre avec Alain Dupont se passe pas très bien. Il était quand même un peu tête de con, avec des idées très, très bornées et tout. Je dis à Tintin, ça va pas le faire. Et et comme bassiste, on devait avoir Riton. Mais Riton, à la même époque, rentre dans Asphalt Jungle avec Edeline. Et du coup, si tu veux, voilà, il fallait trouver un bassiste aussi. Donc du coup, je demande à Nono de Eclectic s'il veut venir faire la basse. Et donc j'avais mon ami de lycée avec qui j'avais fait des groupes déjà à Bastia, qui était monté lui aussi à Paris, donc Jean-Marc Thomy. S'il veut prendre le poste de guitariste, parce que c'était un bon guitariste, surtout il faisait du picking, tout ça, c'est quelque chose qui était assez rare à l'époque, et pour faire du rockabilly, le picking ça sert quand même. Donc voilà, les Rock'n'Robbers naissent comme ça, donc on démarre tous les quatre, et très vite, quand je vois Marc à l'Open Market, je lui dis, écoute, là j'ai monté un groupe de rockabilly, etc. Donc on s'appelle les Rock'n'Robbers. Il me dit, écoute, c'est super, et dès que vous avez... il me dit, dès que vous avez quelque chose à me faire écouter, préviens-moi, moi ça m'intéresse de sortir un 45 tours. Et donc voilà, on fait une démo avec 7-8 titres, et donc après j'amène la démo à Marc, et tout de suite il est emballé, et il nous emmène en studio, et donc quelques mois après, donc en mai 78, sort le premier 45 tours sur Skydog, donc des Rock'n'Robbers, avec Western en face A et Revin Sound en face B. Voilà la genèse, le début des Rock'n'Robbers, quoi. L'aventure dure jusqu'à début 1985. Donc après, il se passe beaucoup de choses. On remplace comment dire, avec Tintin, qui était quand même un mec de banlieue, qui avait de super qualités artistiques, mais qui était pas toujours facile à vivre au quotidien. À un moment donné, ça colle plus trop avec lui. Donc voilà, on continue sans lui, mais en intégrant un ami à nous qui rentrait de l'armée et qui était pianiste, saxophoniste, qui s'appelait donc Ramon Roxas Jr., Marc-Antoine Roche de son vrai nom, qui était de Nevers. Et donc voilà, on continue sans Tintin, mais avec Ramon en plus, jusqu'à ce que, au bout de 2 ans, on se rende compte qu'il fallait quand même un chanteur, et où là je prends la place de chanteur et je laisse les baguettes à Jean-Jacques Bonnet, qui était à l'époque batteur de Rock'n'Roll Gang. Mais pas le Rock'n'Roll Gang, il n'avait pas accompagné John Vincent en 67, enfin il était trop jeune, mais quand le groupe s'est reformé après, c'était lui le batteur de Rock'n'Roll Gang, et donc voilà, c'est lui qui intègre, et c'est avec cette formation qu'on va enregistrer le 45 tours Branche le Poste, notamment produit par Aldo Martinez, qu'on va faire la première partie des Stray Cats dans toute la France, donc 10 dates quand même, donc 2 à l'Olympia, puis après toutes les grandes villes, Bordeaux,
Tours, Nice, Montpellier, Aix-en-Provence et Lyon pour terminer. Enfin bon, là aussi ça a l'air... Cette tournée mériterait à elle seule une petite séquence, tant il y a d'anecdotes. Et bon, ça se passe très très bien avec les Stray Cats qui sont vraiment adorables. Hein, on sympathise avec eux petit à petit au cours de la tournée. Puis voilà, quoi, c'était un très très bon souvenir là aussi, quoi. Et donc après le Bob Branch le Poste, ça a donc failli décoller, enfin ça a décollé, c'est-à-dire qu'on se retrouve en playlist sur RTL, sur Énergie, ça passait partout, c'est un succès radiophonique, et au niveau des ventes, ça sortait chez CBS, enfin Epic, donc qui était la label de CBS, sauf que ça a démarré tellement vite en promo qu'ils ont été pris de court et que quand on faisait 3 télés dans la semaine, le disque n'était pas en place dans les grandes surfaces. Donc voilà. Dysfonctionnement, Aldo était fou, il allait tous les jours gueuler, mais le problème c'est que c'est une tellement grosse structure que le temps que ça se répercute, que les disques soient fabriqués en masse, qu'ils soient mis en distribution et tout, il s'est écoulé un temps qui a fait que malheureusement, bon, on en a quand même vendu 80 000, ce qui aujourd'hui on serait disque d'or, mais à l'époque c'était pas suffisant, il aurait fallu faire au moins 300-400 000 pour, à l'époque on vendait du disque, hein. Donc bon voilà, et donc si tu veux, après petit à petit, début 85, les choses de la vie ont fait que les gars, la plupart, ont pris des boulots, se sont mariés, ont eu des mômes, et donc n'avaient plus trop le temps de faire le groupe. Et c'est là où, du coup, le groupe se met un peu en sommeil et je démarre l'aventure en solo sous le nom Tony Marlowe. Alors là, ce sont mes débuts d'organisateur de concerts, c'est-à-dire que je passe un peu de l'autre côté de la barrière, je suis plus artiste, mais organisateur. Donc voilà, j'avais envie un petit peu de faire jouer des groupes moi-même, d'organiser des soirées. Donc au début, donc je monte ce concept Rock Frenzy, qui était quand même dédié au groupe de rockabilly et un peu style voisin, on va dire, hein, entre le swing, country, blues, etc. Et donc, voilà, ça démarre, ça se passe super bien pendant un an, on fait ça tous les dimanches après-midi. Et à l'issue de cette année, il y avait donc un label qui s'appelait Blue Moon Records, qui était plutôt un label de reggae, mais qui était intéressé pour sortir une compile des groupes que j'avais fait jouer. Et donc on monte cette compilation qui s'appelle Rock Frenzy, du nom des soirées, et qui est distribuée par New Rose. Donc à l'époque, ça sort avec Ted Benoît, le dessinateur, qui nous fait une belle pochette. Et donc ça sort chez New Rose, donc en distribution, à la fois en vinyle, en cassette et en CD, parce que c'était les débuts du CD. Et ça a un bon succès, tout se vend. Et on a dû en faire 3000, un truc comme ça, mais à l'époque, c'est parti comme des petits pains. Et on fait une belle soirée au Bataclan avec tous les groupes de la compile, voilà, qui a fait, c'est un mardi soir, on a quand même fait 700 personnes, un mardi soir au Bataclan, avec que des groupes français pas connus, quoi. On est dans le rockabilly, donc c'est de l'underground, hein. On n'est pas dans les... Tu vois, et on fait 700 personnes un mardi soir, donc c'était une belle expérience. Écoute, alors Betty and the Mops, ça naît de ma rencontre avec Betty Olson, donc voilà, on se rencontre, ça se passe bien et donc on se met en couple tous les deux, et puis bon, comme elle avait quand même un beau filet de voix sous la douche, l'idée vient de monter un groupe de rockabilly, elle aimait bien le rockabilly, et donc Wanda Jackson, Janis Martin notamment, et donc voilà, on monte un groupe et on fait quand même en effet 5 albums, dont le line-up a souvent changé parce que bon, tous les 2 ans grosso modo la section rythmique changeait, mais bon, il y restait toujours Betty et moi, et donc on a fait dans le style rockabilly. Les 2 premiers albums sont sortis chez Skydog d'ailleurs, parce que Marc était intéressé pour les sortir, donc les 2 premiers sortent voilà, chez Skydog. Après on fait un album, j'avais eu l'idée de proposer, donc là, parce qu'entre temps s'était monté le club Elvis My Happiness, donc je propose à Jean-Marie Pouzinc un album de reprise d'Elvis, mais en français, c'est-à-dire avec les textes français qui avaient été faits depuis les années 60 sur les chansons d'Elvis, et lui il est chaud pour le projet, et donc c'est lui qui nous produit l'album, y compris, bon, on a été quand même au studio Marcadet, dans les bons studios, il a tout financé.
Et donc on fait notamment, effectivement, dans la sélection, il y avait It Hurts Me, qui est donc la version, le texte que chantait Johnny sous le titre Ça fait mal. Et en effet, fait partie des réussites de l'album. Donc voilà, et après on continue dans la veine en français, on sort un quatrième album qui est également en français, où là il y a un mélange compo et reprise, où donc on reprend notamment Harley Davidson, Ses bottes sont faites pour marcher, donc la version française de Eileen de Nancy Sinatra, Eileen la chanteuse des années 60. Et donc voilà, et on conclut avec un cinquième album où on revient tout en anglais, où là très rock'n'roll, très même British rock'n'roll, où on reprend Please Don't Touch de Johnny Kidd. J'ai écrit une chanson 59 Club en hommage au club de moto anglais, où on pose devant le Escafé London, et donc voilà quoi, c'est un groupe où on a beaucoup tourné, notamment dans toute l'Europe, parce que dans toute la France aussi, mais bon, ça avait un bon impact aussi à l'étranger. On a joué plusieurs fois en Angleterre, au festival de Hemsby, à Londres, en Espagne 2 fois, à Barcelone, on a fait tous les pays. Après, on avait un tourneur allemand à un moment, donc on allait régulièrement faire des semaines entières de tournée en Allemagne, Hollande, Belgique, Suisse, beaucoup en Suisse aussi. Enfin donc voilà, puis au bout de quand même 10 ans, le groupe, on se sépare dans la vie, donc le groupe s'arrête aussi. Voilà, les deux étaient un peu liés, donc le groupe s'arrête. Alors, concernant les Stray Cats, oui, j'ai quand même gardé un petit contact avec Brian et Setzer, et d'ailleurs, on s'est revus au fil du temps, et quand j'ai un petit peu collaboré à Jukebox Magazine, un de mes premiers articles, je crois même le premier, a été sur Brian Setzer. Et pour le coup, j'ai pu l'interviewer, et donc il y a une interview exclusive qui est parue pour Jukebox, et où là j'ai pu le rencontrer quand il a joué au Grand Rex en 2011 pour lui remettre le magazine, et on a fait la photo ensemble. Il se rappelait très bien de tout, des Rockin' Rebels, enfin tu vois. Et donc voilà, avec Brian, toujours gardé de très bons contacts. Après on avait fait aussi en 82, toujours avec Rockin' Rebels, la première partie de Ming Deville à l'Olympia, ça aussi très bon souvenir. On avait fait les Inmates au Bataclan, on avait joué avec Wilco Johnson au Palais des Glaces, enfin bon, on avait fait quand même pas mal de premières parties sympas. Et on avait aussi, toujours à l'époque, joué quand même 2 fois en tête d'affiche à l'Olympia dans des festivals rockabilly qu'organisait Marc Barrière, qui était le patron du Rose Bonbon, et où à chaque fois il mettait Rockin' Rebels en tête d'affiche, et ça remplissait l'Olympia. C'était les dimanches après-midi, l'Olympia était rempli, parce qu'il y avait à l'époque un gros public rock'n'roll quoi. Et puis et après, grâce à Maya Pinès, là on saute les années, donc je me retrouve à plusieurs fois à jouer donc en première partie de Scotty Moore, mec extraordinaire, d'une humilité, d'une gentillesse. Le gars a inventé le rockabilly, le rock'n'roll, et bon, tu le croirais pas quoi. Il s'excuse presque. Tu vois, d'être là, c'est incroyable. Et puis donc, également James Burton, plusieurs fois aussi, au moins 4 fois avec James Burton, dont au Grand Rex notamment, au Trabendo, Petit Journal Montparnasse, et également donc avec Carl Perkins à l'Élysée Montmartre. Ça c'est un très grand souvenir. Carl Perkins aussi était quelqu'un d'une gentillesse et d'une humilité, mais c'est assez incroyable quoi. Ça ce sont vraiment les anglo-saxons. En plus ils sont souvent les Français qui ont fait très peu ont un melon, ils passent plus par les portes, mais eux qui ont inventé le rock'n'roll, ils sont d'une gentillesse et d'une simplicité incroyable quoi. C'est une grande leçon à prendre auprès de tous ces génies quoi. Donc c'est enrichissant à tout point de vue, c'est enrichissant musicalement, mais aussi beaucoup humainement. Alors donc, le King que je découvre grâce à cet album à l'internat, donc le comeback à Las Vegas, et puis tout au long, après des décennies, ça ne m'a jamais quitté, même si j'écoutais et je jouais d'autres musiques, Elvis était toujours là, et donc
grâce aux différents, au départ, le Treat Me Nice Fan Club, qui était le seul, de toute façon il n'y en avait pas d'autres à l'époque sur Paris, ou du moins qui organisait des choses concrètes. Puis après, Elvis My Happiness, et donc c'est avec donc, ma passion, si tu veux, en fait, voilà, en gros j'ai été fan d'Elvis depuis l'âge de 15 ans, mais j'ai attendu mes 50 ans pour faire le pèlerinage à Memphis, avec Elvis My Happiness, donc c'est voilà, et donc là c'était mon cadeau pour mes 50 ans, c'était voilà, il faut que je le fasse, et donc je vais passer une semaine à Memphis en août donc 2004, qui a été l'apothéose pour moi de ma passion pour Elvis, dans la mesure où, comme en plus j'étais dans une phase où moralement j'étais un peu en deux eaux, c'est-à-dire j'avais besoin d'un petit coup de pouce, d'un petit rebond, et honnêtement c'est Elvis qui me l'a donné, c'est-à-dire c'est déjà quand l'avion s'est posé à Memphis, quand on est sorti de l'avion, j'ai foulé le sol de Memphis, tu rentres dans l'aéroport, la première chose que tu vois c'est une fresque avec B.B. King et Elvis dans l'aéroport, et tu te dis presque je suis chez moi d'un seul coup. Ça fait une sensation, ça prend tout ton être, et c'est incroyable. Et après pendant une semaine, ça a été un reboostage total. Donc évidemment avec la totale, la visite de Graceland, où là c'est pareil, dès que tu rentres dans la maison, tu as l'impression qu'il est là. Tellement c'est imprégné de lui, quoi. Et évidemment la visite au Studio Sun, qui a été aussi un moment extraordinaire d'émotion, très intense, et aussi on a fait la visite, donc on a été jusqu'à Tupelo, voir la maison natale, et avec le pique-nique, après il y a une petite aire de pique-nique juste à côté de la maison, pour, tu vois, donc tu fais du pique-nique là où Elvis est né, quoi. C'est quand même, c'est quand même, voilà, ça fait quelque chose. Je suis revenu de là-bas, mais boosté à mort, quoi. C'était reparti pour les 20 années qui ont suivi. C'était, ah oui, sans problème. Et d'ailleurs, chose quand même très symptomatique, je n'ai jamais perdu les clés de ma maison de ma vie. Mais le dernier jour à Memphis, en faisant mes derniers achats, je dirais, dans une boutique de Beale Street, ben, j'ai oublié mon trousseau de clés sur le comptoir. Parce que j'ai dû sortir mes clés pour prendre mon portefeuille et tout. Et les clés sont restées sur le comptoir. Donc, quand je suis arrivé de retour chez moi à Montreuil, je cherche les clés partout, j'ai fait les valises et tout, plus de clés. Et après, je me suis rappelé, putain, mais oui, j'ai oublié mes clés à Memphis. Donc, la première fois, donc c'est hautement symbolique. Ça voulait dire quelque part que je voulais pas rentrer. Et je suis rentré donc chez moi par effraction. Pour conclure, voilà. Donc voilà quoi, Elvis a toujours été et sera toujours là, même s'il est des fois moins en avant, moins présent. L'année d'après, avec les Rockin' Rebels qui s'étaient reformés, on sort quand même un album entier en hommage à Elvis qui s'appelle Elvis Calling, où là on reprend en anglais cette fois une sélection de 16 titres, mais pas parmi les plus connus. C'est une sélection un peu plus pointue, et très bel album, donc je suis très, très fier aussi. Qui est malheureusement épuisé, on ne le trouve plus, qui sort chez Skydog, c'est Marc Sermati qui l'a sorti aussi cet album. Ah ben ça s'est fait en 98, ben, je pense que c'était un besoin commun, parce que voilà, à un moment donné, les gars s'étaient un peu stabilisés dans leur vie, les enfants étaient grands, volaient de leurs propres ailes, moins de taf, moins de trucs, et donc bah, un peu un besoin, et puis bah, j'appelle les gars l'un après l'autre, ça vous dirait et tout, ah ouais c'est une bonne idée, c'est super, et puis en fin de compte on s'est retrouvés les 5 mêmes, donc qui avaient fait la tournée des Stray Cats, les 5 mêmes, pour remettre le truc, donc on fait quand même, on sort un album qui s'appelle World Rockin', qui est rockabilly en anglais avec que des compos, plus donc aussi cet album donc en hommage à Elvis. Et également, du coup, on en profite pour sortir une intégrale Rockin' Rebels en français de tous les titres qu'on avait fait en français à l'époque. Et bon, malheureusement, après, il y a eu des décès, il y a eu des maladies, des choses comme ça qui ont fait que petit à petit, ça a duré quand même en gros de 98 à 2004. Et après, si tu veux, il restait plus que Jean-Marc et moi, les gars étaient soit plus là, soit partis dans des lointaines contrées et tout, donc ça s'est de nouveau arrêté, un peu par la force des choses, et c'est là où je démarre vraiment, comment dire, Tony Marlowe en solo, voilà, qui va m'amener jusqu'à Marlowe Rider, quoi. Voilà. Alors donc, justement, ma rencontre avec Alicia s'est faite chez un ami commun, je vous le donne en mille, c'est Marc Zermati.
car Marc a été très, très important dans ma vie. Et tout au long, en fait, depuis 76-17, il a toujours été là, des fois plus présent, des fois moins, mais toujours là. Et notamment là, bon, Alicia était venue de sa Lorraine natale pour interviewer Marc pour donc, son émission de radio. Elle voulait faire un spécial Skydog, donc autant elle est directe à la source, donc, donc au créateur. Et donc, elle était chez Marc, et Marc m'appelle, il me dit, écoute, ça te dit de passer et tout à la maison. Puis bon, moi c'était en plein mois de janvier, il faisait froid, j'étais crevé, enfin bon bref, j'étais rentré du Box Magazine à pied parce qu'il n'y avait plus de métro. J'avais dû m'acheter un bonnet tellement il faisait froid, j'étais vraiment... et puis je me dis, oh, Marc, je suis un peu crevé là, peut-être on pourrait remettre ça à une autre fois. Il me dit, non, non, il faut que tu passes et tout, c'est hors de question, tu m'as dit que tu venais, il faut que tu viennes. Écoute, ok, donc j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai pris la bagnole et j'ai été jusqu'à chez Marc. Et là, donc sur le canapé de Marc, il y avait Alicia. Et donc on s'est connus ce soir-là. Donc voilà, on a discuté pas mal, c'était sympa. Et puis donc comme j'avais un concert pas très loin de chez elle à la fin du mois de janvier, donc du coup, elle a dit, ah, c'est sympa, je viendrai bien te voir en concert. Et puis voilà, puis c'est parti comme ça. Puis donc je dirais après ce concert-là qui était à Saint-Dizier, on a concrétisé dans la chambre d'hôtel. Et puis voilà. Et donc depuis, après j'étais en train d'enregistrer un album à cette époque-là, donc je n'ai pu la revoir que le 18 mars, donc le temps que l'album se finisse, etc. Et puis après, on ne s'est plus quitté. Voilà, elle a quitté sa Lorraine, et puis pour venir s'installer à Montreuil. Et j'ai pris le chat sous le bras. Avec son chat sous le bras. Oui, alors donc tout ça nous emmène, parce que donc pour reprendre la chronologie, donc après donc toute la carrière, les débuts, le Tony Marlowe Guitar Party à partir donc du voyage à Memphis, etc. Donc je tourne beaucoup en trio rock'n'roll, mais rock'n'roll assez quand même évolué, assez péchu, où il y a quand même 2 albums qui sortent, dont un produit par Mark Zermatic qui s'appelle Knockout, qui a été enregistré au Kaiser Studio chez Lucas Strommel, et donc qui a été la dernière production que Marc a sorti sur Skydog en 2010. Et donc voilà, puis après les années passent, et donc effectivement en même temps, pratiquement en même temps, comme Alicia en fait, j'organisais de temps en temps des tributes au Balajo. Donc là on m'avait demandé, tiens, d'organiser un tribute sur Chuck Berry. Et donc les tributes que j'organisais, il y avait donc il y avait un backing band, dont moi j'étais chant guitare, et on avait des invités qui venaient chacun faire 1 ou 2 chansons. Et donc j'ai dit à Alicia, tiens, j'avais entendu qu'elle avait quand même chanté du blues vers chez elle, elle avait pris des cours de chant, tout ça, j'avais entendu des vidéos, je trouvais que c'était bien, la voix était sympa et tout, je lui ai dit, ça ne te dirait pas d'en chanter une? Et puis elle me dit, allez, pourquoi pas. Et donc elle a chanté You Never Can Tell, donc un des titres les plus connus de Chuck, et ça s'est super bien passé, les gens étaient enthousiastes, elle a très bien assuré. Et puis de là, c'est parti, qu'elle venait faire un peu des guests dans mes concerts, jusqu'à ce qu'on se dise, pourquoi pas créer une formation à part entière pour Alicia, où elle peut vraiment exprimer ses goûts musicaux, c'est-à-dire entre punk, hard rock, garage, voilà quoi, donc, et c'est comme ça qu'Alicia F est née. Et donc à côté de ça, j'ai Marlowe Rider également qui me vient, parce que l'idée, ça me démangeait au bout d'un moment. Bon, même si j'adore évidemment le rock'n'roll, le rockabilly, mais j'avais envie de retrouver un peu mes émois de jeunesse, de pouvoir, parce que au fil des années, j'ai énormément travaillé la guitare. Et bon, Jimmy, ça a toujours été une influence, j'avais beaucoup travaillé le style de Jimmy, puis je m'étais dit, pourquoi pas monter aussi un trio rock blues un peu psychédélique, dans l'esprit de Jimi Hendrix, Cream, et c'est comme ça que naît Marlowe Rider. Au départ, c'est pour retrouver mes sensations de jeunesse, sauf qu'à l'époque, je les jouais à la batterie,
j'essayais de les jouer à la batterie, mais pas à la guitare. Là, en maîtrisant beaucoup mieux l'instrument, je me suis dit, voilà, donc, alors après, il n'y a pas que des covers, bien sûr, d'Hendrix ou de Cream, il y a aussi beaucoup de compos qui sont influencés par la façon de jouer de Jimmy, etc. Donc Marlow Rider est né comme ça, donc pratiquement on peut, en même temps qu'Alicia F, finalement les deux projets ont été mis sur les rails en même temps, quoi. Alors en ce qui concerne Alicia, ben, c'est très simple, elle écrit ses textes parce qu'elle a beaucoup de choses à dire. Donc elle écrit ses textes et une fois qu'ils sont écrits, elle met les fils et je les mets en musique. C'est-à-dire que suivant un peu ce que raconte le texte, des idées me viennent, un peu de couleur musicale. Alors on reste quand même toujours dans un créneau punk, rock'n'roll, énervé, quoi, hein, voilà. Mais après, à l'intérieur de ça, il y a des tas d'ambiance, de couleurs, de façon de faire. Donc c'est un peu le texte après qui m'inspire la musique. Bon voilà, c'est comme ça. Puis après, on retravaille tout ça quand la chanson est faite avec les musiciens. Et toi, tes projets, à toi par exemple, justement, quand tu composes pour vous deux, mais pour toi aussi tout seul, Oui. c'est mélangé ou c'est que quand tu fais, c'est pour toi dans un moment X et un autre moment où tu mélanges les moments? Bah, non, je mélange pas trop parce que si tu veux, en fait, j'ai besoin de m'immerger quand même dans une sorte d'être vraiment à fond dans un style musical. Donc par exemple là pour le prochain album d'Alicia, en fait on avait un peu de temps la deuxième quinzaine de juillet, les textes étaient là, ben, du coup j'avais tous les textes sous la main, ben, j'ai carrément composé une chanson par jour. En fait le deuxième album qu'on va enregistrer là en début 2024, c'est composé presque en 15 jours, tu vois, ouais, parce que j'avais tous les textes sous la main et j'étais immergé là-dedans. Et je fais un peu pareil pour Marlow Rider, c'est-à-dire que quand c'est dans une phase Marlow Rider, je fais plus que ça pratiquement. Au niveau de la compo, je parle, hein, tu vois, oui, j'ai du mal quand même parce que c'est à passer au niveau de la création, pas au niveau du jeu de guitare, mais au niveau de la création, à passer d'un style à l'autre, tu vois, composer un jour pour Marlow Rider, le lendemain pour Alicia, ça peut arriver, mais je m'immerge quand même plus dans une ambiance, parce que moi, ma façon de composer, je fais jamais de plagiat de titres existants, parce que bon, il y en a, ils font des compos, mais ça ressemble beaucoup, ça ressemble énormément à des titres déjà connus. Moi, j'essaye quand même, je m'inspire d'ambiance, c'est-à-dire une chanson dégage une ambiance, par exemple, je sais pas, un titre des Sex Pistols ou des Clash, je vais pas copier, faire un détournement, on va dire, je sais pas, d'un God Save the Queen. Je vais, par contre, intégrer le truc jusqu'à ce qu'il me vienne quelque chose qui sorte, qui soit dans la couleur, mais en même temps original. Ou du moins j'essaye, hein, voilà, c'est ma façon de faire. Donc ça me demande quand même pas mal de travail mental. Avant de prendre la guitare, c'est beaucoup dans la tête que ça se passe. Alors ben, en fait les deux albums d'ailleurs de Marlow Rider ont été enregistrés à Montreuil, au studio Le Cargo, et donc avec un ingé son qui s'appelle Seb Le Bison, et donc voilà, qui a fait un excellent travail. Sur le premier album il a fait enregistrement, mixage et mastering. Sur le deuxième album, il a juste fait enregistrement et mixage, mais par contre, il a confié le mastering à Vilna, quelque chose comme un truc assez connu de mastering, parce qu'il voulait une autre oreille que la sienne pour masteriser. Et donc voilà, ça se passe en fait que les deux fois on a bossé de la même façon, on a énormément travaillé les chansons avant pour pouvoir faire le maximum de choses en live. Donc, parce que dans Marlow Rider, donc, il y a un contrebassiste, ce qui n'est pas courant dans une entreprise, je dirais, psyché, rock blues psyché, d'avoir un contrebassiste. Donc, comment dire, la perle rare s'appelle Amine Leroy, et donc il y a un excellent contrebassiste qui a joué, en fait, il a fait ses débuts dans un groupe psychobilly assez connu, qui s'appelle Banane Métallique. Et donc il était un peu à l'origine du groupe, donc dans le psychobilly, les gars, ils sont obligés de trouver ils sont très balèzes quoi, musicalement. Donc il avait le bagage pour pouvoir adapter ça à du Hendrix, à jouer Purple Haze avec une contrebasse, il y arrive, c'est super. Et donc à la batterie, il y avait Fred Kolinski, avec qui je jouais déjà quand les Rockin' Rebels se sont reformés
en 2004. C'est lui qui joue sur l'album notamment Elvis Calling des Rockin' Rebels. Et donc on a énormément travaillé les 2 albums, et puis quand on se sentait prêt, on allait enregistrer où on faisait le maximum de titres en live. C'est-à-dire qu'après, avec possibilité de rattraper les erreurs après, mais que grosso modo, pour avoir vraiment quelque chose de vivant et avec du feeling, du sentiment, toutes les batteries, les guitares, avaient été faites en live, quoi. Voilà. Et après il y a l'habillage. Donc le premier album, c'était un peu un ballon d'essai qui a réussi. Et donc, qui dit essai, dit on essaie de le transformer. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire. Je pense qu'on y est arrivé avec le 2e album, à tous les niveaux, et beaucoup plus abouti, parce que les compos sont plus ciselés. Ça faisait quand même maintenant, ça faisait 6 ans qu'on jouait ensemble, donc il y avait une vraie osmose musicale entre nous 3, et que Seb le Bison aussi connaissait mieux le groupe. Et donc tout a fait que pour que le 2e soit un cran au-dessus du premier, quoi. Ouais. Alors, crypto-genèse, on boucle la boucle, c'est-à-dire on revient au début de l'interview, quand on parle de la Belgique, de la Corse, etc. Crypto-genèse, en fait, c'est un peu, comment dire, je raconte un peu l'histoire de mon enfance, adolescence, jusqu'à l'âge de à peu près 20 ans, quoi. C'est tous les débuts. Donc, par exemple, Le Grand Voyage raconte justement le voyage de la Belgique à la Corse. Le 2e titre, Pielzaeden, raconte mes débuts, mes premiers groupes, les concerts dans les montagnes, etc. De bruit et de fureur raconte mon arrivée à Paris, qui, c'est un autre, c'était quand même à l'époque, assez chaud. Éclectique, quand on en a parlé, c'est le groupe avec qui j'allais jouer en Corse l'été. Et après, il y a Cran d'arrêt, qui est donc sur les désillusions amoureuses. Là, c'est un peu plus général, on va dire, comme thème. Et puis après, la dernière chanson, Le temps efface les blessures, qui est une sorte de conclusion. Donc voilà, ça c'est pour la face B, parce que la face A, par contre, est tout en anglais, où là, il y a un peu toutes les influences aussi, c'est là où il y a les 2 reprises emblématiques, Sunshine of Your Love, des Cream, et Highway Child de Jimmy, qui plante le décor de ce qui est la couleur musicale un peu du trio. Et plus donc Hard Drive Rock'n'Roll, qui est un puissant un peu entre Led Zeppelin et AC/DC, on va dire, où là je m'essaye à un registre vocal quand même assez aigu, un peu à la Robert Plant. Après il y a Dr Spike, qui a une sorte de boogie très un peu entre Status Quo, T-Rex, un petit côté glam, un peu côté hard. Et puis la 3e compo, c'est Libertad, où là je me fais plaisir, ça évoque un peu Carlos Santana, dont je jouais beaucoup à l'époque d'Eclectic. On reprenait énormément de Santana, où j'avais mes solos de batterie, etc. Et donc c'était pour retrouver un peu ce délire de percussion, tout ça, avec des mélodies un peu afro-cubaines, rock, latino, quoi. Donc il y a Libertad, en même temps un texte très revendicatif, parce que après 2 ans de Covid, on avait besoin de crier Libertad, faut le dire. Et pour conclure, il y a l'instrumental Java Rock, qui est en fait justement qui illustre à la fois le côté Hendrix, le côté Cream, et aussi tout mon passé rockabilly. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les thèmes sont très un petit peu Clapton, les ponts en valse évoquent Hendrix, des titres comme Manic Depression, ou par exemple où il jouait en 3 temps. Et puis dedans il y a aussi du picking rockabilly à la Scotty Moore ou Brian Setzer. Donc j'arrive un peu à une sorte pour moi, de rock total, un peu de tout ce que j'ai joué en 40 ans, quoi. J'arrive un peu à essayer de faire fusionner tout ça dans ce petit instrumental Java Rock, donc Java pour le 3 temps, rock pour le punchy. Et donc voilà, quoi, on a fait un peu le tour de l'album Crypto-genèse. Donc la genèse, ça raconte là. Et pourquoi crypto? Parce que crypté veut dire un peu caché, c'est-à-dire tout ne se révèle pas à la première écoute. Il faut un peu imaginer, il faut un peu, des fois il y a des trucs qui sont un peu... par exemple, Pielzaeden, il faut quelques clés pour comprendre de quoi ça parle. C'est en fait, Pielzaeden, c'est le nom de l'hôtel-restaurant qui est à 800 mètres de la maison de mes parents. Et c'est là où on se retrouvait tous après les concerts, etc. Il y avait une
sorte de discothèque en dessous, de l'hôtel, machin. Et donc, si tu veux, donc voilà, puis Elsa Eden, il faut quelques clés. C'est pour ça qu'à l'intérieur, dans les notes de pochette, j'explique, je donne des clés. D'où le nom Crypto Genèse. Johnny, ben déjà dans le premier album, First Ride, je reprends Hey Joe avec le texte de Johnny. C'est pas pour rien, c'est en même temps, voilà, c'est un clin d'œil à mes années de lycée où j'ai découvert Hey Joe par Johnny. Donc là, déjà dans la version que je fais, il y a à la fois le texte de Johnny, les parties de guitare d'Hendrix et aussi une rythmique plus rockabilly. Donc déjà ça fusionne un peu toutes mes influences, on va dire. Et donc Johnny, donc là il est présent directement, on va dire, avec Hey Joe. Et puis dans le deuxième album, il y a aussi là-dedans, dans une certaine façon de faire, de vocal, c'est sûr qu'on peut trouver aussi quelques similitudes, bien que je ne veux surtout pas copier Johnny parce qu'il est pour moi inimitable et que bon, après certains font ça très bien. Et puis ça fait plaisir à du monde, mais c'est pas ma démarche. Pour moi, Johnny, c'est comme Hendrix ou Elvis, ils me nourrissent, mais je cherche pas à les imiter. Voilà. Je pense dans le feeling de l'interprétation, tu vois, parce que Johnny, quand il chante, il donne tout. Et celui-là, je l'ai chanté sans me retenir. Enfin, de toute façon, je me retiens jamais, mais c'est un titre qui se prête à une libération vocale. Total quoi, voilà, tu te poses pas de questions quand je pars en vocalise aiguë, même si je me ramasse à la fin, je m'en fous, j'y vais, tu vois, donc c'est effectivement, c'est l'esprit de Johnny à ce niveau-là, tu donnes tout, tu triches pas quoi, c'est les tripes qui parlent. Alors la pochette donc de Crypto Genèse, donc elle est due à un artiste montreuillois qui s'appelle Tristan. Et bon, ben, Tristan est il faisait partie alors, pour parler un peu de Tristan, dans les années 77-18, il était chanteur d'un groupe punk qui s'appelait Guilty Razors. Et après les Guilty, bon, il a fait il a eu un projet en solo aussi, un peu plus top 50, qui s'appelait Je suis de bonne humeur ce matin. Et puis sinon, là c'était un excellent, surtout peintre, graphiste, etc. Et donc il a monté un collectif qui s'appelait à l'époque les Musulmans Fumants. Je ne sais pas si ça existe toujours, c'est un collectif d'artistes qui faisaient des peintures sauvages, etc. Et là maintenant il fait beaucoup en solo quoi, il peint beaucoup, il expose, il fait des pochettes pour d'autres artistes. Il a fait notamment, pour le dernier, Jean-Pierre Calfon, c'est lui qui a fait le tableau à l'intérieur. Et donc voilà, on est resté entre Montreuilois, on va dire, pour la conception. Donc voilà, la pochette vient avec ce côté, comment dire, le dessin des trois personnages dans des couleurs un peu froides qui après partent dans le rayonnement qui est beaucoup plus chaud avec du jaune et du rouge. Et donc voilà, c'est la façon de faire de Tristan. C'est Seb, le bison, qui nous a pris en photo pour qu'il ait quand même un modèle à voir pour nos physiques, tu vois, qui nous a pris en photo, et à partir de la photo, Tristan a bossé, quoi. Hein, non, il n'y avait pas, mais bon, c'est un peu dans ma façon, quand les gens sont compétents, je préfère les laisser, plutôt que de les brider dès le départ en leur disant, oui mais j'aimerais ci, j'aimerais ça, et tu vois, donc, c'est comme font les ricains, c'est-à-dire que si tu es entouré de gens qui savent faire, ben, tu laisses faire ceux qui savent. Toi tu fais ce que tu sais faire et après tu laisses aux autres ce qu'ils savent faire aussi. C'est comme ça que tu arrives à justement, je pense, un beau travail, un beau résultat final collectif. Alors donc oui, par rapport à l'évolution entre les deux albums, c'est vrai que le son du deuxième est plus sauvage en effet. Je pense que c'est parce que les compos s'y prêtaient et que c'est vrai que des titres comme Hard Driving Rock'n'Roll ou Dr Spike, ça rentre dans l'art, quoi. Ou De bruit et de fureur, il y a du gros son de guitare, donc voilà, c'est plus, c'est effectivement plus rentre dedans. Et donc je pense que c'est une évolution naturelle à la fois du groupe et de la façon de faire de Seb, donc qui a d'ailleurs sorti les deux albums sur son label Bullet Records. Donc voilà, ils existent en CD et en vinyle, il y a les deux formats.
Hélas, il n'y a plus rien. Non, parce que en fait, comme si tu veux, de nos jours, le studio quand même coûte cher. Toi, et qu'on prépare tellement en amont, si tu veux, les titres, que quand on se pointe en studio, ils sortent quoi. Donc il n'y en a pas qu'on laisse de côté en se disant, on verra éventuellement plus tard quoi. Donc là, non, là sur le Marlow Rider, en tout cas, il n'y a pas d'inédit. Hein. C'est à chaque fois on bosse 12 titres, c'est 12 titres. Donc oui, alors il y a une petite anecdote également sur le titre Cran d'arrêt. C'est en fait au départ un titre qu'on devait enregistrer pour l'album d'Alicia, qu'on a enregistré d'ailleurs, mais dont on n'était pas satisfait, parce que bon, il n'était pas assez abouti en fin de compte, on a été un peu trop vite en studio pour le faire. Donc du coup, si tu veux, on l'avait mis de côté. Donc ça, par contre, c'est un inédit d'Alicia, effectivement, par rapport à son album à elle. Mais du coup, comme je trouvais que c'était dommage de laisser de perdre la chanson, j'ai repris la chanson en la transformant quand même un petit peu, en lui mettant un côté un peu plus Motorhead par moment, en rajoutant 2-3 petites séquences. Et du coup, donc c'est d'ailleurs Cran d'arrêt, et donc un texte d'Alicia. Du coup, L'amour est un cran d'arrêt, qui est le titre entier. Et donc comme c'était pour son album, le texte était d'elle, et donc c'est en fait le seul texte qui n'est pas de moi dans les compos sur le Cryptogenèse, c'est le texte de Cran d'arrêt d'Alicia. Et d'ailleurs, le titre anglais, parce que c'était en anglais par Alicia, Love is like a switchblade. Et du coup, pour ne pas perdre en plus ce texte en anglais, sur le prochain album d'Alicia, il y aura Love is like a switchblade, mais alors pour le coup, j'ai fait une musique complètement différente, qui n'a plus rien à voir. Là, on est plus dans un esprit entre Ramones et on va dire vraiment punk, quoi, early punk. Et donc voilà, donc pour la genèse de cette chanson, elle a connu 3 vies. Alors malheureusement, oui, notre batteur Frank Kolenski nous a quittés en mai là, de cette année 2023. Avec Fred, on se connaissait depuis, en fait, quand on a reformé les Rockin' Rebels en début 2000, il a pris la suite de notre batteur historique qui lui a dû arrêter pour des raisons de maladie. Donc c'est Fred qui avait pris la suite. Donc Fred, on se connaît depuis 2000, à peu près 2001-2002. On s'était déjà croisés dans des concerts, mais voilà. Puis donc je lui avais demandé s'il voulait intégrer les Rockin' Rebels. Il m'avait dit ok, super, il était content. Et donc il a joué avec nous jusqu'à ce qu'on arrête le groupe en 2005 à peu près. Donc on avait joué 3 ans ensemble à l'époque. Et donc c'est Fred qui jouait sur l'album Elvis Calling. Après on s'est un peu perdu de vue parce que lui du coup a eu beaucoup de dates, a été sollicité pour jouer à Disney dans au Billy Bob's, tous les trucs et tout. Donc on s'est perdu de vue pendant pas mal d'années, mais on se recroisait de temps en temps en concert. Et puis quand j'ai monté Marlow Rider à partir de 2006, que je cherchais un batteur, et puis j'ai demandé à Fred si ça l'intéressait. Et puis il m'a dit ok, pas de problème. Et donc on a fait toute l'aventure. Il jouait dans Marlow Rider et dans Alicia aussi. Il jouait en fait, il faisait toutes les formations, y compris même le trio Rockabilly. Il était dans les 3. Donc voilà quoi. C'était un très très bon batteur qui avait fait dans sa jeunesse l'école Agostini. Donc ça formait à l'époque, et c'était un très très bon rythmicien qui pouvait relever une chanson, il prenait une feuille de papier, il écrivait la partie de batterie en même temps qu'il écoutait le disque, quoi. C'était voilà, genre de personne comme ça. Donc il amenait beaucoup d'idées sur les parties de batterie, notamment quand on a fait dans le dernier album Libertad toute la partie afro-cubaine, comme lui avait fait de la salsa pendant des années. Il avait vraiment il connaissait bien tous les schémas rythmiques, donc il avait écrit plein de parties de percussion qui s'emboîtaient très bien dans la chanson. Donc voilà, puis également c'était un bon chanteur, un bon choriste, donc il travaillait aussi beaucoup toute la partie vocale avec nous. Voilà quoi, c'était Fred quoi, c'était so long. Le choix des reprises dans Marlow Rider coule de source. Déjà, bon, il n'y en a pas beaucoup, mais le peu qu'il y a donne des directions. Donc dans le premier album, les reprises c'est du Hendrix.
Il y a donc, par contre, on fait Purple Haze, mais en version française, parce que ça avait été repris en 1967 par un groupe canadien qui s'appelait The Haunted, avec un texte français. Et en fait, on reprend le texte du groupe Les Haunted de 1967. Donc c'est une petite anecdote pour collectionneurs, mais surtout ceux qui sont branchés garage et tout, ils ont beaucoup apprécié le fait qu'on reprenne ce texte-là. Donc il y a Fire qu'on fait en anglais, puis donc Hey Joe, qui est avec donc comme on a évoqué avec le texte chanté par Johnny. Et pour le premier album, c'est clair, net, précis, il y a 3 titres d'Hendrix. Pour le deuxième, il y a également un titre d'Hendrix qui s'appelle Highway Child. Et puis donc un clip de Cream cette fois, Sunshine of Your Love, ce qui permet de bien planter le décor. Donc voilà. Après sur scène avec Marlowe Rider, on fait aussi d'autres reprises, notamment on fait Jumping Jack Flash, mais qu'on fait un peu à la Johnny Winter, parce que j'adore Johnny Winter, c'est également une de mes grandes influences. Et on fait aussi par exemple Traveling Band de Creedence, petit clin d'œil à Cosmos Factory. Donc voilà, quoi, il y a quand même quelques reprises d'autres artistes, mais c'est quand même un répertoire qui est aux 3/4 fait de compos. C'est au coup de cœur. Toi, je m'étais dit Jumping Jack Flash, comme j'adore la version de Johnny Winter, puis ça permet de faire un titre des Stones en même temps, puis c'est un titre sentimentalement que j'avais joué aussi beaucoup en balle quand j'étais batteur, donc ça me rappelait plein de souvenirs de faire Jumping Jack Flash. Donc, et Traveling Man aussi d'ailleurs, hein, c'est des titres il y a des raisons très profondes, sentimentales, de jeunesse, voilà, c'est des Madeleines de Proust en même temps, quoi, comme on dit. Ouais, toute une vie. Ben écoute, j'essaye de me tenir au courant un peu de ce qui sort. Bon, ce qui est quand même paradoxal finalement, c'est dans tout ce qui est sorti là cette année, l'album que je préfère c'est celui des Stones. Je trouve que c'est un album magistral, une réussite totale. Et voilà, après, oui, il y a des choses qui sortent que j'écoute, que j'aime bien, mais ça me fait pas le grand frisson, quoi. Donc je sais pas, j'ai pas de nom vraiment en tête, mais à un moment j'ai bien aimé les White Stripes ou les Black Keys, mais ça resterait finalement, quand je réécoute leurs albums, il y a 3 titres qui me plaisent. Le reste, bon, je trouve que c'est un peu du remplissage. Enfin, en tout cas, moi, ça m'accroche pas plus que ça. Après, il y a des idées intéressantes dans les productions, dans les sons, dans les façons de jouer. Il y a des choses à prendre. Hein. Là, on est dans le, comment dire, dans l'international. Après, c'est pareil. Chez les Français, il ne me vient rien vraiment. Il y a des tas de bons groupes, y compris dans les jeunes et tout ça, mais bon, il n'y a rien qui me bouleverse plus que ça, quoi. Écoute, le problème c'est que la plupart sont tous morts, mais j'ai quand même eu la chance de jouer avec certains qui étaient quand même des légendes pour moi, des idoles. Après, si tu veux, dans ceux qui restent, oui, on retombe dans les Eric Clapton, Billy Gibbons, des gens comme ça, quoi. Mais sinon, dans des il me vient rien comme ça, j'ai pas de flash, tu vois, immédiat, quoi. Après, bon, j'aimais, tu vois, quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai rencontré aussi disque, mais qui n'est pas reconnu à sa juste valeur, c'est Marc Tovali, par exemple, de Variation, qui était quand même un des premiers guitares héros français, et bon, qui mériterait malgré tout d'être un peu plus sous les projecteurs que... au moins autant que d'autres qu'on voit là. Après, dans les guitaristes plus récents, j'ai quand même eu l'occasion de jouer avec Yarol, par exemple. On avait monté un groupe ensemble pour les 40 ans du Gibus, donc c'était sympa. Yarol est un mec sympa qui joue très bien, et on s'était bien entendu avec Yarol. C'est un bon souvenir. Où là, on a vraiment répété et joué ensemble et accompagné des gens. Hein. Sinon, j'ai eu aussi l'occasion de faire les premières parties de Banul en vin. J'ai fait un bœuf aussi 2 fois avec Nodo Criff de Trust, qui se sont très bien passés. Nodo aussi, sont tous des mecs sympas, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Paul Person aussi, j'ai buffé plusieurs fois avec Paul Person parce qu'à un moment on jouait à côté de chez lui, parce qu'il habite dans le Perche,
et il y a dans un endroit qui s'appelait le Caribou, qui était à Mortagne-au-Perche, et Paul venait en voisin faire le bœuf avec nous, donc du coup là on jouait du rock'n'roll parce qu'il adore ça, et c'était rigolo quoi. On faisait du Elvis, on faisait du John Vincent, et avec Polo avec deux guitares quoi. Donc voilà, c'est dans les. J'aimerais bien, effectivement, les guitaristes français que j'ai cités, là, j'aimerais bien, si l'occasion se présente, rejouer avec eux. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on va présenter le concert vraiment de la release party de l'album Cryptogenèse se fera le mardi 13 février 2024 à la Dame de Canton. Avec une partie, en deux parties. La première partie sera, on va jouer l'album plus d'autres titres de Marlowe Rider, mais la deuxième partie, ce sera avec des invités. Donc, s'il y en a certains parmi eux qui sont intéressés, je vais les contacter pour venir en invité, voilà, faire un titre ou deux dans la soirée. Il y aura donc la deuxième partie, ce sera avec des guests. Donc voilà, c'est une date comment dire, à retenir, hein, le mardi 13 février, la Dame de Canton, Marlowe Rider, release party. Oh ben écoute, il y en a beaucoup, mais là encore une fois, je vais faire dans le sentimental. Bon, je dirais Are You Experienced de Jimmy, je dirais le Live à Las Vegas de Elvis, je dirais Cosmos Factory de Creedence, il y a le premier album de Cactus, le Johnny Winter End Live avec les reprises rock'n'roll, qui est aussi. Après, il y a l'album, le Memorial album de Johnny Kidd qui avait été fait par Georges Collange et Jacques Barsamian, la pochette mauve, là, j'adore cet album. D'ailleurs, j'ai fait également un tribute, j'ai réinterprété la musique de Johnny Kidd avec le groupe Captain Kidd, on a fait deux albums. Tu vois, donc comme ça, bon, il y a les deux premiers albums de John Vincent, il y a. Ça va des pionniers du rock après à la pop, bon, par exemple, évidemment, Rubber Soul et Revolver des Beatles, il y a Aftermath des Stones, mais bon, il y a tellement d'albums après, voilà quoi, tous ces albums, le Led Zeppelin 4 m'a aussi beaucoup retourné et beaucoup influencé, il y a le Deep Purple in Rock, il y a des tas d'autres. Alice Cooper, le Killer d'Alice Cooper, j'adorais, Electric Warrior de T-Rex, le Funhouse des Stooges. Un projet, c'est maintenant le deuxième album d'Alicia F. Donc on est en train de bosser en ce moment, on commence à bosser les compos en groupe petit à petit, vu qu'on a les 12 titres sont faits, et maintenant on commence à les bosser petit à petit en groupe, donc voilà, ça c'est le prochain gros challenge, gros projet, c'est le deuxième album d'Alicia, qui, pareil, on espère, va concrétiser les promesses du premier, ça va être, les chansons, ça va être de la bombe, hein, c'est du très puissant. Et puis sinon, aussi promotionner les concerts avec Alicia et des concerts aussi avec Marlowe Rider pour promotionner les albums et ce qu'on fait. Hein. Donc voilà, quoi, c'est dans les projets. Écoute, là, je suis là-dedans en ce moment, donc pourquoi pas, je vais être un peu revendicatif. Je trouve que la presse rock française fait trop de jeunisme et néglige complètement les groupes plus âgés, on va dire, voire même anciens. Et c'est un peu dommage parce qu'ils passent à côté de choses fantastiques. Et que je pense que ce qui n'est pas le cas en Angleterre par exemple, quand tu prends des journaux comme Vive le Rock par exemple, dédiés à la scène punk, garage, rock au sens large, il y a aussi bien des groupes de 20 ans que des groupes de 40 ou des groupes de 60 voire 70. Et je pense que c'est ce mélange qui est intéressant, c'est-à-dire que les anciens ont quand même quelque chose à transmettre, ils ont 40, 50 ans d'expérience, ils ont des choses à transmettre aux jeunes, donc qui pourraient les aider dans leur démarche. C'est sûr que la relève, forcément, c'est les jeunes, nous maintenant, mais on a des choses à dire, on a des choses à transmettre, et tant qu'on est en état de le faire apte physiquement, je trouve que c'est dommage de faire ce jeunisme à tout prix qui est à chaque fois, on pousse les anciens vers la sortie. Je ne suis pas d'accord du tout. De la même façon que je trouve qu'il y a de plus en plus de groupes entièrement féminins, c'est sympa, c'est une bonne chose, mais je pense que pour moi, un groupe, il peut très bien y avoir des hommes, des femmes,
des jeunes, des moins jeunes, c'est le mélange de tout ça qui peut aussi donner quelque chose d'intéressant et pas ghettoiser le groupe de jeunes, le groupe de filles, le groupe de vieux. Non, comme les Anglais font d'ailleurs, il y a des groupes anglais ou américains où c'est toute génération confondue et tout sexe confondu. Et je pense que pour moi, l'avenir du rock, il est plus là-dedans que dans le jeunisme à tout prix. Voilà, c'est dit. Très bien. Et ben merci à toi pour cette interview. Merci Thierry, merci beaucoup.